J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sur TNT, BlueSat, Facebook, Internet, YouTube. Merci de votre fidélité, merci de suivre C24+, particulièrement Débat 24+. Nous allons aborder la question consécutive à l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se lance un nouveau défi, celui de relever la question de l'amélioration des conditions sociales des Congolais, particulièrement améliorer le panier de la ménagère. Et pour ce faire, j'aborde cette question avec M. Basile Diatezoa, qui n'est plus à présenter, à qui j'ai dit merci et bienvenue. Merci beaucoup, je suis content d'être toujours avec vous et je crois que nous pouvons transmettre des messages politiques pour que les Congolais s'imprègnent des valeurs que notre parti, l'UDPS, prône pour le progrès de ce pays. Initialement prévu comme débat contradictoire entre M. Basile Diatezoa et Mme Evan Yaouma Akuku, qui est analyste sociopolitique et leader de la jeunesse panafricaine en RDC, laquelle invitée en dernière position à désister par rapport à ses occupations professionnelles. Nous allons avancer. On espère qu'on va rattraper les temps avec sa présence prochainement. Alors, je reviens vers vous, M. Basile Diatezoa. Nous avons vu l'investiture du chef de l'État, disons la prestation des serments au Stade des Martyrs. Nous avons vu les images, nous avons vu tout ce qui s'est passé, les discours. Quelles sont vos premières impressions? D'abord, je commencerai par féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir gagné le pari de réélection. Et maintenant, le deuxième mandat, il a vraiment les coups de libre pour concrétiser sa vision. Et d'après les informations que j'ai, l'Union sacrée, et plus particulièrement l'UDPS, pourra influencer le cours des événements sur le plan politique. Donc il faut un gouvernement qui aura, disons, une obédience, disons, de l'Union sacrée de l'UDPS. Vous savez que le label de notre parti, l'UDPS, a été créé dans un contexte historique de dictature. Ensuite, à cette époque, il y a eu ces programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale. Ça a créé une désarticulation sociale du tissu social dans notre pays. La pauvreté s'est aggravée. Et donc, quand les 13 parlementaires ont stigmatisé la situation sociopolitique du pays, ils ont mis en exergue justement la problématique sociale aux Zaïre de Mobutu. Ouais. Donc, ça fait partie justement des préoccupations de notre parti. Il faut nécessairement œuvrer pour améliorer les conditions de vie des populations meurtries par la mauvaise gouvernance publique. Nous allons y revenir, mais on va faire un tour au Stade des Martyrs, où nous avions été pour, n'est-ce pas, couvrir l'activité, transmettre en temps réel, voilà, la prestation du serment de Félix Tshisekedi. J'ai démontré cet élément à Manasseh Singhi. Juste après, on revient pour un commentaire.
Nous sommes ici au stade de Martyrs, durant ces moments attendus par plusieurs Congolais. C'est la prestation des serments, disons mieux, l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur aux élections générales du 20 décembre 2023. Et ici, plusieurs Congolais voient dans ces nouveaux quinquennats du chef de l'État une lueur d'espoir. Nous pouvons le suivre. Président Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est une sorte d'une dette que la population nous met dans nos cœurs, dont nous avons l'obligation de répondre à ses attentes. Et cette population qui a fait confiance à Félix Tshisekedi, en voyant tout ce qu'il a commencé, a voulu lui donner la chance de tout terminer. Et nous sommes à ses côtés pour qu'il le termine. Moi, je pense que ce serait très positif parce que le précédent mandat a permis de baliser le chemin, de mettre des bases et de comprendre l'écosystème en fait socio-économique de la RDC. Maintenant que c'est compris, et nous passons maintenant à la construction. Et d'ailleurs, je pense que le défi, c'est qu'à l'issue du mandat du chef de l'État, que nous arrivions à amener le Congo au seuil de l'émergence. Au même moment que c'était cette grande activité ici au stade de Martyrs, l'opposition appelle, n'est-ce pas, à une contestation générale par de manifestations publiques. Et certains acteurs politiques estiment qu'il est du bon droit, n'est-ce pas, dans un régime démocratique, de remettre en cause une élection. Mais on devra, n'est-ce pas, se rassurer et s'atteler sur la confirmation de ces élections faites par la Cour constitutionnelle. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes très libres de pouvoir chacun manifester comment il ressent l'évolution des processus politiques. Mais mon conseil est que le pays, nous sommes un peu dans la guerre, nous avons des défis socio-économiques à relever. L'unité aujourd'hui serait vraiment le mot d'ordre, serait tout simplement le réflexe automatique d'un patriote. Le maximum des efforts. Je donnerai tout ce que j'ai. Je ne ménagerai aucun effort pour l'amour pour ce peuple et par loyauté pour le président de la République. Vous êtes aujourd'hui au stade pour l'investiture, mais il y a l'opposition qui est aujourd'hui dans la rue pour contester cette victoire. Que direz-vous à cette opposition? C'est la démocratie. Il faut dire qu'aujourd'hui, au stade des Martyrs, la mobilisation est robuste. La joie est sur le visage de plusieurs Congolais, comme vous pouvez le constater derrière moi. Pour cet élément, j'y étais, nous avons couvert cette activité, question de vous transmettre en temps réel, n'est-ce pas, les actualités du stade des Martyrs en marge avec la prestation de serment du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi tellement M. Bazi Tezoa, la population voit dans ces nouveaux quinquennats une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo. Est-ce aussi votre avis? Oui, bien sûr, compte tenu de la vision du président de la République, c'est normal que le peuple espère qu'on va vraiment passer à la concrétisation de cette vision. Vous savez, il faut donner un sens à notre communauté politique. On ne peut pas laisser la majorité de la population dans la pauvreté, alors que nous avons du potentiel en ressources naturelles, nous avons des ressources humaines aussi. Le problème ici, il faut que, quand nous créons des richesses, il faut qu'on ait une politique de répartition de revenus pour que les inégalités soient atténuées dans une économie de marché. On voit ça, par exemple, dans des pays avancés. L'État est obligé d'intervenir sur le volet social pour essayer d'équilibrer la répartition de revenus. Sinon, les milieux d'affaires, eux, ils ne voient que le profit, ils ne voient pas l'être humain. C'est l'argent, c'est le pognon. Et l'État est là pour arriver à stabiliser socialement le pays, à éviter qu'il y ait de contradictions au niveau de la cohésion nationale. Il faut nécessairement une politique responsable, interventionniste sur le plan social. Et évidemment, le gouvernement doit avoir les moyens de sa politique sociale. Ça, c'est très important. On n'improvise pas une politique sociale si l'État n'a pas les moyens de sa politique sociale.
Voilà. Alors disons que la question principale de cette émission d'aujourd'hui, c'est investiture de Félix Tshisekedi pour quel défi social. Tshisekedi prend l'engagement, n'est-ce pas, de relever les défis de l'amélioration des conditions sociales de la population. Nous avons vu bien avant la fin du premier quinquennat Tshisekedi mettre en place un gouvernement stratégique composé de quelques ténors de grands partis politiques, groupements politiques, notamment on a vu Jean-Pierre Mbemba à la défense, on a vu Vital Kamerhe à l'économie. La question sociale, la question du ménage congolais, la question de l'amélioration du panier de la ménagère sur une échelle de 10% durant le premier quinquennat, vous l'évaluez à quel niveau? Mais vous savez, l'État, c'est un système. Quand vous mettez en place un État qui est un instrument pour une communauté politique qui se donne des objectifs, l'État crée des structures, des systèmes. Bon, dans le volet social, il y a différentes structures, différentes organisations. Mais pour que l'État mène une politique responsable, comme j'ai dit, il faut d'abord que le trésor public ait ses moyens, puisque en créant des richesses, donc on ne peut pas aujourd'hui financer une politique sociale si notre économie ne décolle pas. Nous tournons en rond, nous nous enfonçons davantage, donc il faut nécessairement créer des richesses. Et en créant des richesses, l'État doit avoir une politique de répartition des revenus pour atténuer les inégalités sociales, ainsi de suite. Vous savez que l'Europe, par exemple, a une politique sociale qui est différente de celle des États-Unis. Donc chaque pays a sa façon de gérer sa politique sociale. Et nous, dans l'UDPS, l'idéologie fondamentale, c'est le solidarisme. Donc il faut arriver à créer des mécanismes de solidarité nationale pour justement atténuer ces inégalités. Sinon, si on doit plus favoriser les milieux d'affaires, comme on voit dans certains pays africains, ces milieux d'affaires, quand ils viennent investir, ils s'en foutent du sort de la population. Ils préfèrent même les esclavagiser. Bon, donc, c'est à nous, le gouvernement, le peuple congolais, à prendre des dispositions structurelles, mettre en place un système social qui garantit au moins une vie décente à la population. Voilà un peu... Très bien. Mesdames et messieurs, vous suivez le débat 24+. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Basile Diatezoa, qui est ancien président fédéral de l'UDPS Benelux. UDPS Benelux. Aujourd'hui, on aborde la question du pour quel défi social le nouveau quinquennat de Tshisekedi va-t-il résoudre la question de l'amélioration des conditions sociales de la population. La question, lorsque j'étais au stade des martyrs, la population criait taux des dollars. Mais vous savez, la dollarisation de notre économie a été imposée par ceux qui ont piloté la transition qui a commencé en 2001. Bon, ils avaient leurs objectifs, ils sont venus gagner du pognon, c'est tout. Ils s'en foutaient des conséquences pour le pays. Au contraire, ces milieux, ils souhaitent assez qu'il y ait une paupérisation, qu'il y ait une instabilité, parce que ils ont maintenant de facilité pour piller le pays. Ça, il faut étudier l'histoire économique de l'humanité. Ils ne viendront pas pour nos beaux yeux, pour améliorer nos conditions. Eux, ils viennent pour le profit. C'est à nous, Congolais, à mettre en place des structures, des lois, une politique sociale pour que ces richesses qui sont exploitées soient profitables à la population. Donc, quand le peuple parle de la dollarisation, disons de la baisse de notre monnaie face au dollar, bon, c'est une réaction naïve, c'est-à-dire que le peuple ne maîtrise pas les mécanismes économiques pour comprendre pourquoi est-ce que le dollar a galope, voilà, par rapport au franc congolais. Donc, je crois que les experts peuvent mieux expliquer cette situation, mais pas un peuple. Bon, le peuple n'a fait que réagir. Il faut qu'il y ait une politique monétaire fiable
Et moi, j'ai toujours été contre la dollarisation de notre économie, parce que vous allez dans un magasin, dans un supermarché ici à Kinshasa, on vous demande de payer en dollars, ou n'importe quel service, on fait on vous impose un taux d'échange. Ouais. Bon, bref, ça détruit notre économie. Tout le surplus économique que nous pouvons produire est absorbé justement par ceux qui contrôlent, disons, cette masse en dollars. Puisqu'à ce moment, il y a fuite des capitaux facilement. Alors que si nous imposons les échanges internes en francs congolais, les dollars qui seront accessibles pour les milieux d'affaires, c'est normal, parce que pour nos transactions internationales, nous utilisons le dollar. Ouais. Donc il faudrait quand même que la masse en dollars soit utilisée plus pour le commerce extérieur, pour les activités extérieures, que les billets de dollars circulent dans nos échanges internes. Cela détruit l'économie. Parce que la bonne monnaie chasse toujours la mauvaise monnaie. Tout à fait. Un principe économique. Vous souffrez que je recule un peu avant d'avancer. On dit souvent, pour mieux sauter, il faut mélanger sa monture. Est-ce que ceux qui étaient nommés, ou ceux qui ont été nommés avant la fin du quinquennat, notamment à des fonctions de responsabilité pour réduire effectivement la question du dollar qui est en train de galoper, ont-ils rendu le bon service ou ont donné les meilleurs d'eux-mêmes? Mais vous savez... C'est vrai, le gouvernement est un système, on comprend. Oui. Mais est-ce que chacun a-t-il rendu le meilleur de soi-même? Non, mais il faut voir l'esprit qui règne dans la gouvernance publique. Parce que vous ne donnez pas une note à ces gouvernements, à ces premiers quinquennats par rapport à la question. Non, écoutez, il faut. Et pourtant, vraiment... nous vous attendons là pour savoir, nous faire unité, si réellement il y a celui des avancées ou pas. Ben, il y a eu des avancées, c'est-à-dire que si on construit un pont, un hôpital, tout ça, bon, c'est un plus, parce que si on construit un hôpital, ça reste pour plusieurs années. Ouais. Donc c'est un bien public. Mais ici, mettre en place un système économique qui soit viable et durable pour améliorer les conditions de vie des populations. Je crois que quand on observe la vie économique, socio-économique de notre pays, franchement, il faut avouer que la gouvernance publique a été médiocre. Okay. Parce que, je vous donne un exemple simple. Il est quand même inconcevable que une entreprise publique qui est budgétisée par l'État, qui est financée par l'État, ne paye pas ses travailleurs, ses agents, pendant 1 an, presque 2 ans, alors que les responsables de cette boîte se permettent d'utiliser des fonds comme si c'était le bien plus. Voilà. Bon, comment vous allez faire progresser l'entreprise, rentabiliser l'entreprise, si vous n'arrivez même pas à satisfaire le minimum pour les travailleurs? Leur niveau de vie, leur niveau social se dégrade. Ouais. Donc la gestion publique au Congo est médiocre. Ça, il faut l'avouer. Il faut vraiment qu'on se ressaisisse. Il ne faut pas réfléchir deux fois pour les dire. Non. Les choses, c'est clair. Tout est là. Il ne faut pas se voler. On a mal géré, disons, le bien public. Ça, il faut l'avouer, il faut l'accepter. Mesdames et messieurs, vous suivez Débat 24. Merci de nous faire confiance. Merci aussi de nous faire parvenir vos questions au travers nos comptes YouTube, Facebook. Merci aussi de nous poser vos questions au travers les numéros qui s'affichent au bas de l'écran pour vous qui nous suivez sur TNT BlueSat. Je voudrais revenir aussi à un débat de slogan. Tshisekedi affirme lors de l'un de ses discours que nous avons le choix entre répartir à zéro et consolider les acquis. Mais dans le discours que nous avons suivi il y a quelques jours, il dit, ben voilà, là nous héritons d'un Congo fabriqué. Ben, vous savez, si on prend le niveau économique du Congo à la veille de l'indépendance, l'évolution de notre économie, de notre pays, si on le compare avec ce que nous vivons aujourd'hui, à moins d'être débile pour ne pas l'accepter, nous avons coulé, ça c'est clair. Bon, moi j'ai dit toujours ceci, à quelque chose malheur est bon. Nous avons hérité d'un système socio-économique
qui nous a été imposée par le pouvoir colonial pour les objectifs connus. Bon. Nous avons mangé, comme on dit, l'os jusqu'à la moelle. Nous avons détruit ce système économique. Mais nous devons prouver que nous avons cette capacité d'innover sur le plan socio-économique. Donc, sur le plan politique, ainsi de suite. Bref, mettre en place des systèmes de gouvernance publique, des systèmes économiques, ainsi de suite, pour que on arrive à présenter à la face du monde un pays qui a vraiment cette direction de progrès. Hein, pas rester dans les jérémiades pour accuser les forces étrangères. Non, nous avons demandé cette indépendance en 60, nous devons nous assumer, sinon nous serons des éternels asservis. Je crois que ici, c'est notre capacité à innover sur le plan institutionnel. Quelles sont les bonnes institutions pour une bonne gouvernance publique dans notre pays? C'est ça la les nouveaux défis qui se posent. Qui c'est qui devait résoudre la question, n'est-ce pas, de l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise? Est-ce que vous y croyez qu'il est en mesure de le faire comme avec Mobutu en 1964? C'est sa vision, mais c'est le défi pour tous les Congolais. Le président Fachi n'est pas un magicien, c'est pas avec un coup de bâton. Mais prenons pas le cas. Le président Fachi propose la gratuité de l'enseignement primaire, par exemple, qui est une très bonne chose sur la politique sociale, parce qu'il faut améliorer le niveau scolaire des enfants, ainsi de suite, pour leur donner la possibilité de s'épanouir dans leur vie. Mais il faut financer. Tout à fait. Voilà. Et si le trésor public subit ce coulage éternel, permanent, parce que bon, les gens... Les mandataires publics, les gestionnaires, les fonctionnaires détournent des fonds vraiment dans la désinvolture, c'est-à-dire que sans... Avec beaucoup de facilité. Sans gêne. Et puis, la justice ne fait rien, au contraire, la justice devient complice de la mauvaise gouvernance, de la mégestion. Mais on ne peut pas avancer comme ça. L'État doit avoir les moyens de sa politique sociale. Sinon, bon, écoutez, ça ne sera que des slogans. Donc, ici, une remise en question de toute la gouvernance publique. C'est fondamental. On peut avoir des bonnes intentions, mais si on ne se donne pas les moyens qu'il faut, eh ben ce n'est que de la démagogie et du populisme. Mais je crois que le président Fachi, on voit bien qu'il a vraiment cette ferme volonté pour faire avancer les choses. Il est obligé maintenant d'avoir un gouvernement responsable, non pas des copinages ou des arrangements politiques de bas étage, tout ça là. Le pouvoir, c'est pas un gâteau. Loin de là. Non, le pouvoir, c'est pas un gâteau à se partager. Le pouvoir, si vous avez la prétention de gouverner un pays, vous devez être capable d'apporter des solutions à toutes ces problématiques qui se posent. Et non s'entourer des souffleurs, comme le disait... Jean-Pierre Pazizapamba, les députés. Les souffleurs, il y en aura toujours, c'est humain. Mais si on se donne des bonnes institutions, ces souffleurs seront écartés sur le plan institutionnel naturellement. Donc là, pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait la rigueur dans l'innovation des institutions, tant politique, juridique, économique, sociale, tout ça là, voilà. On parlait par exemple de la politique sociale. Vous savez, quand on a une politique sociale, on se donne des objectifs pour cette politique. Et l'objectif principal, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, dans le bien-être de la population. Mais dans le volet bien-être, il y a la santé, il y a l'éducation, ainsi de suite, tout ça. Bon, mais si vous n'avez aucun sens d'innovation pour mettre en place des structures, eh ben, vous n'aurez que des slogans à avaler. Voilà. Je dois rappeler que Kabila disait qu'il a la recherche des horaires. Est-ce que vous estimez aussi que Tshisekedi est-il aussi à la recherche des horaires, de ses collaborateurs, de confiance, afin, n'est-ce pas, de faire accoucher de ces projets, estime-t-il, merveilleux pour la RDC? Mais bien sûr, les individualités ne manquent pas. C'est justement au président de la République, parce que
c'est lui qui incarne l'esprit politique. Hein? C'est lui qui donne la vision. Donc, tous ceux qui vont œuvrer autour de lui sont influencés par son esprit politique. Hein? C'est à lui, justement, à donner le bon exemple, à recadrer tous ceux qui tenteront de déraper. Mais si, à son niveau, il n'y a pas cette recherche de la rigueur, mais ce n'est que normal qu'on assiste à la cour du roi Péto. Et ça ne va pas profiter au peuple. Il faut aussi dire que maîtriser la question de l'amélioration des conditions sociales voudrait aussi dire maîtriser la coopération internationale. On a vu plusieurs présidents être là lors de l'investiture. Est-ce qu'on peut dire que cette solidarité africaine, elle est affirmée pour que les choses s'améliorent? Bien sûr, on voit bien que le président Fachi est vraiment un diplomate qui s'affirme. C'est fini? Non, on y va. Ouais. Donc, je crois que la coopération internationale est nécessaire. Pas dans le sens négatif, moi que j'estime négative, l'aide internationale, non, c'est pas dans ce sens-là. Vous pensez que l'aide internationale nous a fragilisés? Bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais avec les structures telles que FMI, le consort. Mais l'aide internationale est toujours conditionnée. Qu'est-ce que vous croyez? Même si en fin de compte, elle ne vient pas résoudre les vrais problèmes. Mais ils ne viendront jamais résoudre vos problèmes. Ils vont vous assister, mais en vous donnant des conditions, peut-être en fonction de leurs intérêts, c'est tout. Mais ils sont sérieux quand même. Hein? Si vous croyez qu'un pays peut se développer avec l'aide, c'est vraiment une utopie. L'aide, pour moi, c'est un concept qui a été initié, un système qui a été initié pour contrôler les pays du tiers-monde qui avançaient. Mais nous avons tous les moyens pour être autosuffisants. Bien sûr, il y a des puissances qui ne veulent pas ça, qui veulent s'ingérer dans nos affaires internes. Donc, pour eux, la seule stratégie, c'est l'aide. Très bien. On vous donne l'aide, mais vous devez aussi, en contrepartie, nous donner telle possibilité. Je crois que nous devons apprendre à nous organiser dans l'autonomie pour arriver. Ce ne sont pas les ressources qui nous manquent. Ce ne sont pas tant sur le plan humain que ressources naturelles. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être, c'est cette capacité d'innover sur le plan systémique. C'est-à-dire arriver à inventer des systèmes pour que le pays décolle. Très bien. Et l'aide internationale, dans sa connotation qu'on connaît, je n'ai jamais été partisan de ça. Alors nous allons parler de la majorité, la future majorité présidentielle. On en parle, celle qui composera, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. On a vu un très beau mariage. UDPS, Union sacrée de la nation. Fachi l'a même souligné, il a félicité, il a été reconnaissant envers ses partenaires, notamment l'Union sacrée. À votre avis, comment est-ce que vous entrevoyez la composition de l'Assemblée nationale avec une majorité conquise à Tshisekedi? Je n'ai pas les données définitives, chiffrées, sur la composition du Parlement, du futur Parlement, mais ce que j'apprends, l'Union sacrée a la majorité. Et que dans l'Union sacrée, l'UDPS a la majorité. Dans l'Union sacrée. Bon, à prime abord, nous sommes dans un jeu politique où l'UDPS peut pas imposer, mais peut arriver à influencer la politique du futur gouvernement. Si on doit aller dans une coalition, vous savez, je vous donne un exemple simple, le cas de la Belgique. Très bien. En Belgique, quand il y a, à l'issue des élections, les partis qui ont gagné, entre parenthèses, premier, deuxième ou à l'échelon, bon, il faut arriver à composer un gouvernement. Mais il n'y a jamais eu un gouvernement où un parti est solitaire. Ça n'a jamais existé en Belgique. Vous avez des libéraux, des socialistes, des socio-chrétiens, ainsi de suite. Et quand on va former, on va négocier pour former le gouvernement, chacun amène ses propositions. Très bien.
Et vous allez maintenant discuter, essayer de voir comment vous allez trouver l'équilibre, parce que chaque parti a ses objectifs, sa politique sociale, ainsi de suite, tout ça, sa politique fiscale, tout ça là. On arrive à mettre tout dans un consensus, une symbiose de propositions, Ouais. et le gouvernement qui sera composé va suivre ce qu'on a fait comme proposition rassemblée dans une disons, ce n'est pas le partage du gâteau comme on voit ici. Ouais. C'est-à-dire qu'on va C'est une nommer... contribution. C'est la contribution pour la gouvernance. Il y a des objectifs que chaque parti, il y a un projet que chaque parti propose. Et on arrive à trouver un consensus. Ça, c'est un système que j'aime beaucoup. Ouais. Alors qu'ici, chez nous, ça devient un problème de copinage. C'est-à-dire que, bon, écoute, on va lui donner tel ministère. En contrepartie. En contrepartie. Écoutez, on s'étonne qu'on tourne en rond, qu'on avance. Ce qui tue même le pays. Bien sûr, parce que la politique alors devient l'activité sociale la plus lucrative. Ouais. Pourquoi? Parce que là, on négocie non pas des projets économiques, sociaux, tout ça. Non, on négocie les ressources. Et ça, c'est inacceptable. Et pourtant, ça me rappelle une citation de Desmond Tutu qui disait que la politique, c'est un métier le plus noble, le plus noble, qui illustre d'ailleurs même le bénévolat que l'on puisse faire pour sa nation, pour sa patrie. Monsieur pour servir le bien commun. Tout à fait. Voilà. Pour servir le bien commun, le bien, j'ai envie de dire le bien universel. C'est ça. Alors, c'est la fin de cette émission, monsieur Badi Atezoa. Un mot de la fin. Ben, je souhaite à ce que le prochain gouvernement soit rigoureux dans la gestion du bien public. Ça, c'est un. Et je souhaite aussi à ce que le pouvoir judiciaire soit très regardant vis-à-vis des mandataires publics indélicats, des fonctionnaires indélicats. Parce que un État sans un trésor public fourni ne peut pas mener sa politique, quels que soient ses objectifs. Donc, c'est aux futurs mandataires publics de se montrer responsables, d'avoir le sens de l'innovation, parce que la gestion, la gouvernance publique, il faut toujours avoir ce sens d'innover, puisqu'on rencontre des problèmes, et il faut être capable de les proposer, des solutions. Et il ne faudrait pas... On est nommé ministre, puis on se contente de sa fonction parce qu'on gagne un salaire, ou bien on arrive à grappiner par-ci, par-là, donc on voit ses ressources personnelles. Nous devons transcender cette culture politique médiocre. Donc c'est un appel de prise de conscience générale de tous les Congolais, surtout des mandataires publics. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur Basile Diatezoa. C'est la fin de votre émission. Mesdames et messieurs, en Ringedou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. Ciao, ciao. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.